Donc on va commencer la session sur les statines. La polémique est-elle justifiée? Donc on peut peut-être prendre place. On commence par la physiopathologie. LDL est-il un coupable idéal? Professeur Lambert, merci beaucoup. Bonjour et tout d'abord merci aux organisateurs de me donner l'opportunité de parler aujourd'hui. Donc l'exercice qu'on m'a demandé d'effectuer, c'est d'essayer de vous convaincre, pour ceux qui n'étaient pas convaincus, que le LDL était un coupable idéal. Alors l'histoire du LDL, elle a démarré en fait il y a plus de 100 ans. Et c'est ce jeune officier de l'armée du Tsar qui a eu l'idée de nourrir des lapins, soit avec des carottes et de la salade, soit avec des jaunes d'œufs et de la crème. Et il a ensuite disséqué les aortes de ces lapins et il s'est aperçu que quand on nourrissait les animaux avec du cholestérol, eh bien, il y avait des dépôts dans l'aorte. Alors tout ce travail, évidemment, n'a pas donné de grands résultats à l'époque, mais toutes les études qui ont été effectuées depuis ont montré que dans les plaques d'athérome, ici, il y a des dépôts de cholestérol. Et on a ici une image d'une cellule qui s'appelle un macrophage spumeux, qui est gorgé de LDL, ici, qui a été montrée dans la plaque. Vraiment, la découverte majeure, elle a été faite par ces deux personnes, Brown et Goldstein, qui ont eu le prix Nobel de médecine en 1985 pour une découverte dans les années 70. Et ils ont étudié l'hypercholestérolémie familiale. Alors, vous avez ici un exemple de famille où le cas qui a été référé, c'est cette petite fille présente des taux de cholestérol très élevés. Et elle a hérité 2 mutations sur le récepteur au LDL de son père et de sa mère. Et on a ici tous les membres de la famille. Donc, à partir de l'étude de ces personnes-là, ces deux chercheurs ont pu mettre en évidence la voie métabolique suivante, le captage des LDL par les cellules. Et ils ont marqué ici des LDL avec des graines d'or, et ils ont pu mettre en évidence que les LDL étaient captés au niveau des cellules hépatiques par endocytose. C'est quelque chose qu'on peut visualiser en microscopie électronique. Donc c'est vraiment un travail qui a été tout à fait exhaustif de physiologie et de biologie cellulaire. Alors ce qu'ils ont montré, c'est résumé ici. En permanence, notre foie fabrique des lipides, et notamment du cholestérol et des triglycérides, que ce soit à jeun ou nourri. Ces lipides sont exportés vers les tissus qui en ont besoin, sous forme de VLDL, qui vont les distribuer soit aux muscles, en cas de besoin énergétique pour l'effort physique, soit au tissu adipeux pour du stockage. Et ces VLDL sont progressivement essorés en triglycérides par des lipases circulantes. Et le produit final de ces lipolyses, c'est le LDL, qui ne contient en son cœur plus que du cholestérol. Et normalement, quand tout se passe bien, il est épuré par le récepteur au LDL, principalement au niveau du foie, mais dans de très nombreuses cellules. Et en cas de rétention un peu trop prolongée dans le plasma, d'oxydation de ces LDL, eh bien on a des dépôts périphériques. Dans l'intima de certaines artères, c'est l'initiation de l'athérome et de l'athérosclérose. Alors, ce qu'ont pu montrer Brown et Goldstein sur les personnes qui avaient une hypercholestérolémie familiale, c'est que par rapport à des individus normaux qui ont un taux normal de récepteur au LDL, et donc qui ont des taux normaux de LDL dans le plasma, les personnes qui ont une mutation sur le récepteur au LDL ont une hypercholestérolémie familiale qui augmente leur LDL de 2 à 3 fois par rapport à la normale. À l'époque, on pensait que c'était une personne sur 500 dans la population qui souffrait d'hypercholestérolémie familiale. Ces chiffres ont été revus, c'est à peu près 1 sur 250 dans la population mondiale. En tout cas, c'est les chiffres pour la France. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas de chance du tout, puisqu'ils ont 2 parents hétérozygotes. C'était le cas de la patiente que je vous ai présentée. Ils n'ont pas ou très très peu de récepteurs au LDL. Ils ont 8 à 10 fois plus de LDL cholestérol
que des individus normaux. C'est une personne sur 300 000 qui présente cet état homozygote. Et avant l'invention des statines, leur espérance de vie était entre 5 et 15 ans, 35 à 65 pour les hétérozygotes. Donc c'est vraiment à l'étude de ces personnes avec une pathologie très rare qui a permis la mise en évidence de cette voie métabolique. Pour les homozygotes, le seul traitement possible, quand il n'y a absolument pas de récepteur OLDL fonctionnel, c'est l'aphérèse plasmatique. On a ici un patient qui est traité actuellement au CHU et ces LDL sont filtrés par dialyse tous les 15 jours. C'est vraiment un traitement très lourd. Malgré, pour ce patient, une prise de statine à des doses importantes. Alors voilà une image de ce qu'on a pu observer dans le plasma d'un individu contrôle. On a des LDL qui sont ici dans un plasma normal, et là on a des LDL dans le plasma de ce patient qui sont beaucoup plus présentes. Bon, il se trouve qu'en plus ce patient il a de la lipoprotéine petit a. On a pu modéliser ces LDL, on voit vraiment cette forme caractéristique et les niches dans lesquelles viennent se mettre les esters de cholestérol. Ça, on le fait en microscopie électronique. Les études Framingham et les études successives ont montré qu'il y avait un taux de LDL cholestérol qui était assez distribué dans la population et qu'il était corrélé de manière positive avec le risque de maladie coronaire. Donc, on considère qu'une augmentation de 30 mg par décilitre ou 0,3 g par litre de LDL augmente le risque cardiovasculaire de 30% dans la population générale. Alors, les statines vont agir sur la biosynthèse de cholestérol en inhibant la HMG-CoA réductase. Et les cellules ayant besoin de cholestérol, quand vous prescrivez une statine à vos patients, elles vont avoir faim de cholestérol parce qu'elles en ont besoin à peu près de 5% dans leur membrane, et un système qui s'appelle le système SREBP, qui est collé dans le réticulum endoplasmique de chacune de nos cellules, va se séparer d'une encre quand la concentration en cholestérol diminue dans les cellules, va aller dans le Golgi où il est clivé, et cette espèce de résidu de protéines, le SREBP2, va ensuite aller dans le noyau et activer l'expression de gènes cibles. Et ces gènes cibles, c'est l'HMG-CoA réductase. Il n'y a pas assez de cholestérol dans la cellule, votre cellule va essayer de faire plus de cholestérol, mais malheureusement, la statine le bloque. C'est ce qu'on voit ici. Et également la uprégulation, la régulation positive du récepteur LDL, et c'est précisément comme ça que les statines font baisser le LDL cholestérol. On a ici des fibroblastes de peau, on voit quelques grains rouges qui sont les récepteurs LDL sur des cellules cultivées avec une concentration importante de sérum. Quand on les met au régime avec 0,5% de sérum, on a plus de récepteurs LDL, et quand on traite les cellules avec des statines, on a une explosion dans l'expression du récepteur LDL. Donc c'est vraiment ce que vous faites dès que vous prescrivez une statine sur les cellules de vos patients, c'est comme ça que le LDL baisse. Alors voici une comparaison dans l'efficacité des statines de première génération et de deuxième génération. On voit que les baisses de LDL cholestérol aux doses les plus importantes vont de moins 25 à moins 55%. Pour la rosuvastatine, c'est encore un peu plus important. Mais ce qu'on s'aperçoit ici, c'est que quand on double la dose de statine, on n'a pas un doublement de l'effet sur la baisse de LDL. Et c'est très bien d'arriver à faire baisser le LDL, mais ce qui a aussi été montré, c'est que quand on le réduit avec des statines, on a une réduction proportionnelle des événements vasculaires. Donc, ça, c'est une méta-analyse sur 14 essais cliniques avec des statines. Elle a été complétée. Maintenant, il y a des méta-analyses qui sortent avec les derniers. Et cette ligne de régression entre la quantité le pourcentage de réduction en LDL et la diminution des événements vasculaires est respectée pour l'ensemble des essais cliniques. Pour le Crestor, c'est donc la rosuvastatine, qui est celle de dernière génération. On a une baisse ici par rapport à un placebo de 50% des événements vasculaires pour la rosuvastatine dans le dernier essai clinique.
Les effets des statines sur les événements vasculaires sont tous positifs, que ce soit sur l'infarctus du myocarde, la revascularisation, l'AVC. On a toujours des effets proportionnels, et ça a été calculé par réduction de LDL cholestérol en millimoles. Alors, quelles sont les pistes pour faire baisser encore plus le LDL au-delà des statines ? Eh bien, vous êtes tous au courant qu'il y a aussi des inhibiteurs d'absorption intestinale du cholestérol, les étimibes, les étrols, qui sont donnés soit seuls pour les intolérants aux statines, soit en combinaison. Et l'année dernière, je vous avais parlé des inhibiteurs de PCSK9. PCSK9 est une protéine qui dégrade le récepteur au LDL, qui l'envoie se faire dégrader. Et inhiber PCSK9, c'est avoir plus de récepteurs au LDL fonctionnels à la surface de ces cellules hépatiques. Donc on a maintenant un arsenal assez important pour la baisse du LDL cholestérol qui est disponible. Alors voici des études qui ont été présentées il y a quelques mois à Washington, à l'ACC. Par rapport à les étimibes, on a une diminution avec les inhibiteurs de PCSK9 en plus d'une statine de 45%. Ici, c'est la molécule de Sanofi. C'est des réductions similaires avec la molécule de Amgen. Donc on a une efficacité assez importante. Et Amgen a présenté les hardpoints sur la mort cardiovasculaire, les infarctus du myocarde et le stroke, avec une baisse de 2% de la morbimortalité avec un inhibiteur de PCSK9 par rapport au placebo, toujours en plus d'une statine à la dose maximale tolérée. Donc pour résumer ce que je vous ai raconté, le cholestérol est causatif de l'athérosclérose, ça a été montré il y a plus de 100 ans. L'hypercholestérolémie familiale, c'est un modèle d'étude, c'est le film en accéléré de l'apparition des plaques d'athérome et des complications cardiovasculaires. C'est l'étude de cette maladie relativement rare qui a permis de décrire les voies métaboliques. Au centre du jeu, chez l'homme, c'est le récepteur au LDL qui fait 95% du travail. Les stratégies hypocholestérolémiantes actuelles, que ce soit les statines, les étimibes ou les inhibiteurs de PCSK9, visent toutes à abaisser le taux de LDL cholestérol et à retarder par là la survenue d'événements cardiovasculaires. Évidemment, il y a toujours un risque résiduel. C'est une des raisons pour laquelle les recherches au laboratoire continuent. Merci de votre attention. Merci Il nous reste 4 secondes. Vous avez bien tenu le temps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Moi, je vous poserai une question en attendant que quelqu'un d'autre ait envie de le faire. Alors, est-ce que ce LDL cholestérol a ces petites cornes de diable que vous avez décidées, il fait que des choses négatives ou ça sert à quelque chose ? Si on le baisse beaucoup, est-ce qu'il y a un moment où on va être nocif ? Alors, il y a 2 éléments de réponse à ça. Premièrement, il y a des animaux, notamment les souris, qui n'ont presque pas de LDL, aucune athérosclérose, et ça vit 2 ans, une souris, c'est prévu pour vivre 2 ans, ça n'a pas d'athérosclérose. L'autre chose, c'est qu'il y a des maladies assez rares où des gens n'ont pas d'ApoB, donc n'arrivent pas à fabriquer ni de VLDL, ni d'IDL, ni de LDL, et ces gens-là n'ont pas de mortalité cardiovasculaire, ils meurent d'autre chose. L'absence totale de lipides peut entraîner des déficits en vitamines liposolubles qui rendent aveugles, par exemple, mais les gens qui ont des niveaux extrêmement bas génétiquement de LDL cholestérol n'ont pas de problèmes de santé qui ont été décrits à l'heure actuelle. Je faisais référence aux études initiales qui montraient une augmentation des hémorragies cérébrales chez ces patients auxquels on baissait beaucoup le niveau de statine. Où est-ce qu'on en est de cette observation ? Il y a eu une étude effectivement qui a montré, l'étude de Sparkle, qui a montré qu'il y avait un signal sur les hémorragies intracrâniennes, mais qui a été infirmé par d'autres études plus récentes. Donc pour l'instant, c'est toujours un point auquel il faut faire attention, mais ce n'est pas un point qui a été prouvé en méta-analyse. Dans le même ordre d'idée, les myosites avec des CPK qui augmentent lorsque les patients sont sous statine de façon prolongée et que les LDL sont descendus très bas après traitement, c'est quoi la conduite à tenir ? Alors,
je pense que juste après moi, il y a quelqu'un qui va parler des effets secondaires des statines. Donc c'est une très bonne question pour le docteur Nobécourt et le docteur Cournot. On ne va pas spoiler. Ah ben non, je n'oserais pas. Alors, il y a une étude allemande qui a été publiée. Tant que les patients ont une activité rémanente du récepteur au-dessus de 2-3%, les inhibiteurs de PCSK9 qui jouent sur le récepteur OLDL vont permettre, on va essayer d'être raisonnable, d'espacer les séances d'aphérèse. Voilà, voire de les supprimer complètement, mais disons d'espacer. Ce qui est aussi un bénéfice et pour le patient et pour les payeurs de soins. Maintenant, les personnes qui n'ont absolument pas de récepteur OLDL, parce que 2 codons stop sur les 2 allèles, c'est pas de récepteur. Là, évidemment, c'est l'aphérèse. Et il y a d'autres molécules qui inhibent la production de VLDL, mais qui ont des effets secondaires assez forts. Merci.